20h, 21h, France Info, les informés, Benjamin Sportouche. Bonsoir à tous et bienvenue dans les informés de ce samedi soir. On parlera essentiellement politique, bien sûr, à 8 jours maintenant du premier tour des élections législatives anticipées avec, comme chaque samedi, le regard décalé, distancié de 3 correspondants de la presse étrangère et ça nous sera très précieux en ces temps plutôt chamboulés. Alors à mes côtés, je salue Ana Navarro Pedro pour la presse portugaise. Bonsoir Ana. Bonsoir. Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien Suisse Blick. Bonsoir. À vous Richard. Et Juan José Dorado. Bonsoir Juan José, vous êtes en France pour la presse espagnole. Buenas tardes. Buenas tardes. Merci donc à tous les trois d'être ici ce soir avec nous. Donc parlerons de ce dernier sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien qui nous est parvenu ce soir avec des tendances inchangées. Le Rassemblement National et les LR qui l'ont rallié restent devant avec 35,5% des suffrages. Le nouveau Front Populaire deuxième à 29,5% et enfin le parti présidentiel à 19,5%. Alors est-ce la photo finish ? Tout semble figé, on en parlera ici. On reviendra aussi sur les principales déclarations de ces dernières 24 heures, celle notamment d'Emmanuel Macron. Hier à la fête de la musique, le chef de l'État a de nouveau justifié sa dissolution. Quant à Marine Le Pen, elle a de nouveau évoqué la possibilité d'une démission d'Emmanuel Macron. Et puis l'entre-deux tours est déjà dans toutes les têtes et Raphaël Glucksmann a déjà appelé à retirer les candidats Front Populaire en cas de risque d'élection d'un candidat Rassemblement National. Alors le Front républicain peut-il encore fonctionner ? Voilà, de tout cela nous allons parler maintenant. C'est le sondage, je le disais, du jour, une enquête Ipsos donc pour Radio France et Le Parisien à 8 jours du premier tour. Le RN et ses alliés de LR, tendance Éric Ciotti, arrivent en tête des intentions de vote. Ils sont crédités de 35,5% des voix devant le Front Populaire, la gauche alliée qui s'est réunie après les élections européennes. Le camp présidentiel arrive donc en troisième position à 19,5%. Loin derrière donc le trio de tête, les candidats les Républicains qui sont opposés à l'alliance avec le RN sont donnés à 7% des intentions de vote. Richard Verly, on est à maintenant 8 jours, ça va très vite, la campagne express de ces élections législatives anticipées. Ça semble figé tout de même. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Est-ce que les choses peuvent encore bouger vraiment ? Moi, je pense que les choses peuvent encore bouger. D'abord, il faut le dire et le répéter, ces estimations, elles ne tiennent pas compte de la particularité du système majoritaire français, puisqu'il faudrait arriver à nuancer cela avec chaque implantation dans chaque circonscription des candidats. Il est évident qu'un candidat de la majorité sortante, bien implanté dans sa circonscription, allez, on pense à Gabriel Attal, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, a plus de chances d'être réélu qu'un nouveau candidat de la majorité dans une circonscription où la France Insoumise ou le Rassemblement National dispose d'un sortant. Donc là, je n'y vois pas clair. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'en retiens 2 enseignements. Oui. La dynamique du Rassemblement National ne s'est pas arrêté avec l'appel à la clarification d'Emmanuel Macron, au contraire, et le pari d'Éric Ciotti d'accompagner le Rassemblement National, ça fait grossir le flot, donc ça prouve bien qu'il y a une partie des Français de droite qui approuvent ce pari, ça c'est le premier enseignement, et le deuxième enseignement, c'est que pour l'instant, malgré la dramatisation du propos par Emmanuel Macron, il a recommencé à la fête de la musique, on a l'impression que son électorat n'arrive pas à rassembler au-delà, j'allais dire, de son cercle naturel, 20-25%. C'est à peu près l'étiage qu'a toujours eu Emmanuel Macron depuis 2017. Donc ça, et moi, j'attribue ça notamment au fait, je suis allé sur le terrain, je suis allé dans la région niçoise, notamment, les candidats macronistes sont assommés. Ils sont assommés par cette décision qui les a complètement pris de court. Saisis. Comme absolument. Beaucoup de Français l'ont été. Et là, on voit que Gabriel Attal, lui, s'est ressaisi, mais le temps de la campagne est tellement court que ça va être difficile. Ana Navarro Pedro, quel est votre sentiment ? Est-ce que tout dépend aussi de la participation ? Un chiffre que je n'ai pas donné. Elle est estimée à 62% dans notre sondage, soit une participation en très nette hausse par rapport aux élections européennes, qui était un tout petit peu au-dessus de 50%. Et aux législatives de 2022, il faut se souvenir qu'aux législatives de 2022 post-présidentielles, c'était en dessous de 50% de participation. Absolument. Donc ça sera quand même un arbitre, cette participation. Ce sera un arbitre et on voit par là, si elle se confirme, qu'effectivement tout le monde est assommé en France par cette décision du président de la République, mais que les Français se ressaisissent et qu'ils prennent bien conscience de la gravité du moment. D'où, parce que là ils vont partir, c'est en vacances, on est en pleine vacances aussi. Et effectivement la dynamique dont parlait Richard, elle est imbattable parce que la dynamique 3 semaines après les élections européennes,
c'est impossible de casser une dynamique. On n'a pas le temps du débat, on n'a pas le temps de la réflexion, on n'a pas le temps de finir les positions et les programmes. Donc, on va rester sur ces positions et ceux qui étaient écœurés par la politique et qui ne votaient plus, c'est les abstentionnistes qui vont faire la différence là. Mais dans quel sens ? Apparemment, d'après les sondages, effectivement, on ne casse pas la dynamique des Européennes, mais c'était impossible à faire aussi. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. Juan José Dorado. En même temps, on a l'impression que les Français ont en effet intégré quelque chose qui est la cohabitation. Voilà. Ils l'ont intégré. Je pense tout simplement que là, on va assister à un vote utile. Très important Dès le premier tour, vous voulez dire ? Dès le premier tour. Là, je pense qu'effectivement, et votre sondage le prouve en quelque sorte, il y a une dynamique qui est celle du Rassemblement national. On voit que les pourcentages bougent très peu. À une petite semaine, ça ne va pas bouger énormément, hormis fait exceptionnel. On peut se rappeler ce qui s'était passé avec le cas Fillon lors des présidentielles, où effectivement, il a dû renoncer par la suite puisqu'il ne pouvait pas y aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les Français, tout simplement, vont voter utile dès là, le fait que les Républicains soient aussi bas, dès là aussi que Macron ne soit pas très haut, tout simplement aussi parce qu'on oublie que chez Macron, il y a un vote des gauches qu'il a récupéré ces dernières années et que maintenant va revenir à la gauche. Et ça, c'est une réalité. Donc le vote utile va effectivement malmener Renaissance et la majorité présidentielle. En même temps, 62%. Vous dites que c'est beaucoup plus, c'est vrai, mais vu le moment qu'on vit en France, 62%, ça me paraît bas. J'espère effectivement qu'il va y avoir un mouvement du côté des électeurs français et que ces 62 va aller vers plutôt un 70, un 68, 69, parce que ça, par contre, ça pourrait changer les choses. Alors, on en reparle dans quelques instants. On poursuit notre conversation. Il est 20h10 sur France Info. Un petit point sur l'actualité tout de même avec Sophie Dussault, pardon. Le Rassemblement national en tête des intentions de vote pour le premier tour des législatives. Il est crédité avec ses alliés de l'aile LR, Éric Ciotti, de 35,5%. C'est ce que révèle notre sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour Radio France et Le Parisien. Le nouveau Front populaire est crédité quant à lui de 29,5%, suivi du camp présidentiel avec 19,5%. Christian Tin, le chef de la CCAT, va être placé en détention provisoire en métropole à Mulhouse. D'autres militants indépendantistes seront incarcérés à Dijon ou encore Riom. Décision du juge à Nouméa après la mise en examen des 11 personnes interpellées mercredi à la suite des troubles qui ont récemment secoué la Nouvelle-Calédonie. Les chefs de mise en examen n'ont pas été précisés. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, réclame une enquête après qu'un bureau du Comité international de la Croix-Rouge a été touché par des tirs israéliens à Gaza. Au moins 24 personnes sont mortes dans la frappe, selon des sources médicales palestiniennes. La décrue est en cours sur la commune de Saint-Christophe en Oisans, en Isère. Près de 100 personnes ont été évacuées depuis hier après que la route principale du hameau a été coupée par une inondation. Le maire de la commune a fait savoir sur France Info que la demande d'arrêté de catastrophe naturelle sera faite dès lundi. Et puis le Portugal qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro de football, billet gagné après avoir dominé la Turquie 3-0. France Info. France Info, les informés. Benjamin Sportouche. On poursuit notre conversation autour de ce sondage que nous avons publié ce soir à 18h sur les élections législatives. Et tout de même, vous disiez, Juan José Dorado pour la presse espagnole, que Emmanuel Macron, en effet, le camp présidentiel était en 3e position. Mais tout de même, je voudrais juste vous faire remarquer qu'ils sont au-dessus de leur score aux européennes. Quand même, ils ont gagné 5%. Alors écoutez tout d'abord Brice Teinturier, donc délégué général d'Ipsos, qui a fait ce sondage. Voilà son explication. Ils les obtiennent parce que justement, ils captent environ 3 points d'électeurs qui avaient voté plutôt pour Glucksmann ou pour les écologistes aux européennes et qui ne se retrouvent pas dans cette alliance, notamment à cause de la France insoumise. Donc vous voyez que pour le bloc de gauche, certes c'est en 2e position et quand même assez loin derrière le bloc du RN, mais surtout c'est un peu en dessous de ce qu'on avait aux européennes. Richard Verly, il y a un épouvantail à LFI pour une partie, alors pas énorme, mais tout de même, de la gauche qui vient gonfler les rangs de l'électorat d'Emmanuel Macron qui approche les 20%.
Oui, je pense qu'il y a ça, il y a cet épouvantail LFI, ce sentiment que des électeurs du centre-gauche, disons, ne se reconnaissent pas dans le programme, dans l'attitude surtout, et dans ce qui s'est passé au Parlement depuis 2 ans de la part des députés de la France Insoumise, en gros, ce qu'Emmanuel Macron a lui-même appelé la bordélisation. Oui. Ça, sûrement. Il y a autre chose quand même. Glucksmann avait réussi à incarner une alternative à la majorité présidentielle sur le débat européen. On le sait, il n'y avait pas tellement de différence entre les deux, mais on avait d'un côté une candidate, Valérie Hayé, qui était peu connue, qui avait peu réussi à émerger, et Glucksmann qui, sur sa personne, avait cristallisé un appétit européen. Eh bien, moi, je trouve ça assez logique. À partir du moment où, lui, en plus, il a quelques problèmes, Raphaël Glucksmann, avec cette alliance, on sent bien qu'il est mal à l'aise, qu'une partie de ses électeurs se décroche pour retourner dans leur groupe originel, c'est-à-dire ce bloc centriste, je ne suis pas surpris. Mais on ne sait pas non plus si effectivement tout le monde est derrière Macron dans ce bloc centriste qui s'appelle Ensemble, c'est ça? Ensemble. Aussi, effectivement, il y a plutôt une partie d'adhésion à Horizon d'Édouard Philippe et au Modem de François Bayrou, parce qu'il n'y a pas de décompte là dans le Il y a sondage. 80 députés qui partent sous les couleurs d'Horizon, hein, et on va en parler tout à l'heure. En effet, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on sent qu'au sein de la Macronie, ça bouge beaucoup, et que le président de la République est désavoué par une partie de ses troupes. En tout cas, je peux vous dire qu'au Portugal, beaucoup d'articles d'opinion disent que le macronisme est mort, que la Macronie est morte. Donc voilà. Alors, non mais parlez-nous de ce qui se passe dans votre pays. Ça nous intéresse, nous, justement, de savoir si cette élection, elle intéresse. Donc, Anna, poursuivez. Est-ce que par exemple, vous faites beaucoup plus de papier? Est-ce que vous êtes sollicité davantage? Est-ce que c'est une élection qui passionne aussi au Portugal? Et elle préoccupe surtout. Pourquoi? Je pense que le néologisme français, qui est l'intranquillité, qui est venu d'une traduction d'un livre de Fernando Pessoa, qui en portugais c'est le livre do Desassossego, qui est un des plus grands auteurs portugais. Et l'intranquillité a été introduite par Christophe Bourgois, et je pense que c'est Christian, Bourgois. Exactement. Je crois que c'est le mot qui convient qui donne la tonalité de l'inquiétude qu'il y a au Portugal concernant la France en ce moment. Ce n'est pas l'intranquillité, on est anxieux, on est préoccupé, mais on n'est pas dans le désordre, on n'est pas dans l'énervement, quoi. Pourtant, vous avez eu des élections récemment après un scandale de corruption, tout de même, chez vous. Oui, absolument. Et nous, donc l'inquiétude, vous connaissez aussi. On peut faire un petit parallèle, c'est que nous avons 2 blocs à peu près à force égale. Et que notre grande peur, c'est que l'instabilité politique au Parlement s'installe au Parlement, notamment sur le vote de la loi de finances. Oui. Et qu'ensuite, nous ayons des problèmes sur les marchés financiers internationaux. Et nous voyons ce problème en miroir sur la France. Juan José Dorado en Espagne. Alors, comment ça se passe? Est-ce que là aussi, il y a un intérêt, une curiosité? Qu'est-ce qu'on dit d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est jugé sévèrement? Est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne comprend pas. La même interrogation qui a surpris les Français? On a les mêmes interrogations. En Espagne, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait. Et encore, nous avons établi assez rapidement, quand il a annoncé la dissolution, un parallélisme, puisque vous savez que le 23 juillet de l'année dernière, on a eu des élections en Espagne qui ont été convoquées par le président Sanchez, le lendemain d'avoir perdu les élections municipales et régionales où la gauche socialiste avait été battue à plein couture en Espagne. Et il a, entre guillemets, réussi. Oui, après une alliance avec une alliance, mais indépendantistes. il est arrivé au 12e après les conservateurs, mais il a réussi avec un gouvernement minorité à continuer à gouverner. Donc on s'est dit, il essaye de faire comme Sanchez, on dissout tout de suite, on appelle, sauf que Sanchez s'était donné 3 mois pour pouvoir organiser une campagne. Et là, effectivement, on ne casse pas une dynamique, on a à peine 3 semaines, peut-être aussi parce que Emmanuel Macron pensait impensable qu'il y ait une alliance des gauches, et c'est là où il s'est retrouvé un peu coincé. Mais il y a un autre chiffre que vous donnez dans votre sondage qui est intéressant, et c'est le souhait des victoires. Et là, quand on voit les souhaits des victoires, on voit que c'est 39%. Et pour le Rassemblement national, ça veut dire que le Rassemblement national a encore de la marge pour pouvoir augmenter son pourcentage. Donc c'est là où je suis plus attristé, si vous voulez, parce que ça montre que cette dynamique n'est pas cassée et il y a un réservoir des votes
qui est toujours là. Et c'est très important, il faut le dire, dans un sondage, le souhait d'une victoire, parce que ça peut entraîner une dynamique, on le dit à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est très important pour les sondeurs, parce que quelque part, les gens se disent, eh bien, puisqu'ils ont la possibilité de gagner, je peux apporter mon vote et je me place du côté du vainqueur, ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Richard Verly, alors en Suisse, dites-nous, est-ce que là aussi, vous êtes plus sollicité, vous nous disiez que vous étiez allé à Nice, qu'est-ce qui surprend le plus? C'est cette alliance avec les LR, par exemple, puisque vous étiez à Nice? Alors, d'abord l'intérêt, incontestable, évidemment, plutôt en Suisse francophone, pour des raisons de proximité, mais globalement, on regarde avec beaucoup d'attention, voire de passion, ce qui se passe en France. On a l'habitude de dire en Suisse que le spectacle politique français révèle toujours de nouveaux épisodes et de nouveaux suspens. Alors là, celui-là, il est vraiment particulièrement dramatique, avec un grand suspense. Non, deux éléments. Premier, on ne comprend pas, je résume, comment quelqu'un de présumé aussi intelligent, aussi brillant qu'Emmanuel Macron a pu prendre cette décision dont personne ne comprend la cohérence. L'appel à la clarification. Donc à la fois on se félicite parce que la Suisse reste la Suisse, pays de démocratie directe, on se félicite du retour au peuple. Donc ça, tout le monde dit bravo, c'est démocratique, mais on ne comprend pas les conditions dans lesquelles ça s'est fait, on n'arrive pas à comprendre la cohérence. Donc il y a une interrogation sur ce président qui continue d'avoir une très belle image en Suisse. Je rappelle qu'il était venu en novembre 2023 et que ça s'était tout à fait bien passé. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une inquiétude parce que on voit bien que dans toutes les régions frontalières, mais c'est vrai aussi pour les régions pourtant prospères frontalières de la Suisse, le Rassemblement national est en pleine expansion. Et là, comment vous l'expliquez ? Un vote d'égoïsme de départements qui sont plutôt bien fortunés, qui profitent, je dirais, notamment des frontaliers qui viennent travailler en Suisse, mais qui ne veulent pas partager cette richesse, qui se sentent en situation d'insécurité alors que pourtant ils vont bien, mais qui, je dirais, étant à la frontière d'un autre pays, finalement ont peut-être un réflexe identitaire encore plus fort. On voit ça en Alsace notamment, on voit ça en Lorraine. Donc, et ça c'est nouveau. Non, ça c'est nettement accentué. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez ce qu'on appelle en Suisse la France voisine. Des départements comme l'Ain, comme la Haute-Savoie, qui traditionnellement étaient des départements où la droite traditionnelle était très présente, et on voit qu'ils sont prêts à basculer du côté du Rassemblement national. 20h20 sur France Info. On fait un point sur l'actualité avec Sophie Tussaud. Plusieurs responsables indépendantistes calédoniens vont être placés en détention provisoire en métropole. Parmi eux, Christian Tin, le chef de la CCAT, soupçonné d'avoir orchestré les récentes émeutes en Nouvelle-Calédonie. Il sera lui incarcéré à Mulhouse. Les 11 personnes arrêtées mercredi ont toutes été présentées à un juge aujourd'hui à Nouméa et mises en examen. Les chefs de mise en examen n'ont pas été précisés. À 8 jours du premier tour des législatives, le Rassemblement national en tête des intentions de vote. Selon notre sondage réalisé par Ipsos pour Radio France et en partenariat avec Le Parisien, il est crédité avec ses alliés LR proches d'Éric Ciotti de 35,5% devant la gauche du nouveau Front populaire à 29,5% et le camp présidentiel 19,5%. 2 militaires impliqués dans une rixe au couteau à Paris durant la fête de la musique hier soir. La bagarre a éclaté après que les 2 soldats ont abordé une femme. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Une autre est gravement blessée. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est en cours. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir mené dans la nuit une attaque massive contre ses infrastructures électriques. Autre frappe à Kharkiv. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 3 personnes ont été tuées, une quarantaine d'autres blessées. Et puis en Formule 1, le Britannique Lando Norris partira demain en pole position sur McLaren pour le Grand Prix d'Espagne. France Info. France Info, les informés. Benjamin Sportouche. Juste pour vous dire que Ana Navarro Pedro est ravie parce que bien sûr le Portugal s'est qualifié pour les 8e de finale. Arrête pas de nous le dire même en antenne. Voilà, on sent qu'elle a la mine réjouie. On est très content pour vous. Alors on en revient aux législatives. Vous disiez, Richard Verly, qu'Emmanuel Macron ne comprenait pas en Suisse pourquoi il avait fait ce choix de la dissolution. Eh bien le président de la République n'en démord pas. Il estime avoir fait le bon choix avec cette dissolution de l'Assemblée. Il l'a redit hier lors de la fête de la musique célébrée à l'Élysée. Ce qui s'est passé dimanche dernier a été un coup de tonnerre. Près de 50% de nos compatriotes ont voté pour les extrêmes. On avait déjà le désordre et les extrêmes étaient là. La certitude que, contrairement à ce qu'ils disent, l'un n'est pas le rempart de l'autre, ils votent ensemble les motions de censure. Et donc,
j'ai pris une décision qui est une décision de confiance dans le peuple, c'est-à-dire vous, nous. Et donc, faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain. Faut aller voter, faut convaincre et faut voter en responsabilité. Juan José Dorado, avant d'en venir sur le fond, je voudrais vous entendre sur la forme. Est-ce que ça vous a surpris que le président de la République prenne la parole comme ça lors d'une fête de la musique? Bon, il est à l'Élysée, certains ont dit c'est pas le rôle, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le moment, mais on est en campagne électorale, il y a une petite semaine des élections. Donc, vous imaginez la même chose en Espagne, à Madrid par exemple, un Premier ministre qui vienne comme ça? Le Premier ministre espagnol parle tout le temps et à tout endroit. Ah bon, d'accord. Bon, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment des différences. J'ai été plutôt choqué, entre guillemets, par les propos, parce que c'est un vote de confiance. J'ai confiance en vous, il faut aller voter. Mais surtout, laissez pas passer les extrêmes. Oui. Faut juste... Qu'est-ce qui vous surprend le plus? C'est qu'il les renvoie dos à dos, c'est quoi? Il les renvoie dos à deux. Mais moi, quand je vois que ce président qui arrive en 2017 nous dit on réussit à faire exploser la gauche, à faire exploser la droite, et que ces propos des campagnes, je vais terminer avec le Front National, et on termine avec un Front National à pratiquement 35-36% dans votre sondage, ce qu'il a complètement raté, c'est ce qu'il a essayé. Donc, qu'il ait ses propos hier soir, ça ne m'étonne pas, il est dans son rôle, mais en même temps, le premier responsable, pratiquement le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est lui. Oui, mais parce qu'il a incarné sa présidence. La présidence, c'est lui. Oui, mais en même temps, Anna Navarro-Pedro, ce que dit le président de la République, il le dit à nouveau là, il dit ils se mettaient ensemble bientôt pour voter des motions de censure. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans le passé. Donc voilà son argument. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une forme de coalition des oppositions et que ça allait de toute façon aboutir avec la dissolution. C'est une frappe préventive alors? Est-ce qu'elle rentre dans la doctrine militaire française, en politique française? J'en sais rien du tout. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Vous le trouvez je pense qu'il avait... Pardon, allez-y. Non, pardon, je me dis, est-ce qu'il est désespéré, quand vous l'entendez, ou combatif, le président de la République? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on revient beaucoup, on justifie beaucoup sur une décision, c'est qu'il y a un petit doute sur la décision qu'on a prise. Ça, je parle par moi-même, donc on peut parler par nous-mêmes, nous tous, je pense. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est hier ou peut-être avant-hier que Emmanuel Macron avait rajouté une couche. Je crois que c'était en parlant avec quelqu'un dans la rue, en disant « Je l'ai pris personnellement, cette défaite le résultat des européennes ». Eh bien, s'il a pris personnellement, c'est qu'il a peut-être la peau trop fine pour faire de la politique. Parce que, vous savez, ça me rappelle... Pourquoi je dis cela? Parce que ça m'a immédiatement rappelé une très vieille histoire. Je crois que c'était avec le président Lyndon Johnson aux États-Unis, où ses collaborateurs expliquaient aux étudiants de Harvard, de l'université de Harvard, lors d'une conférence, que c'était merveilleux parce qu'il exigeait des synthèses, des notes sur les sujets les plus complexes et que tout devait tenir sur 2 paragraphes sur une seule page. Et il y a un étudiant de Harvard qui s'est levé, il a dit « Oui, c'est très intéressant, mais je me sentirais personnellement plus rassuré si on avait un président capable de lire plus que 2 paragraphes. » Et ça m'a fait penser à cela quand le président a dit je le prends personnellement. Oui, mais s'il le prend personnellement, est-ce que sa réaction, sa dissolution de l'Assemblée nationale était une décision pensée ou une décision personnelle, épidermique quasiment? La question se pose. Mais en Espagne aussi, il y a eu il y a eu après une élection, il y a eu des élections législatives parce que Sanchez l'a pris aussi. Mais 3 mois après. Mais le gouvernement est sorti plus faible, puisque d'une minorité passé à une minorité en coalition et le besoin d'avoir une dizaine de partis à côté. Il a aussi pour lui, il a pris cette décision. Oui, sans aucun doute. Mais là, c'est vrai que le cas d'Emmanuel Macron est très particulier. Quand on le regarde depuis l'Espagne, on a du mal à comprendre comment il a pris cette décision, d'autant plus, effectivement, que c'est lui qui a poussé le Front National depuis ces dernières années, faisant de lui vraiment son adversaire primant. Richard Verly, mais en même temps, je rebondis sur ce que disait Anna Navarro-Pedro. Il l'a pris personnellement, mais en même temps, c'est très intéressant de regarder la manière dont il a construit sa carrière, c'est-à-dire seul. Et il y a un édito dans Le Monde de Solène de Royer, que je vous invite à lire, qui dit au fond, Emmanuel Macron terminera son mandat comme il l'a commencé, c'est-à-dire seul. Personne n'a cru à sa victoire en 2017, il a été élu, il a été réélu, et puis il a fait le débat au moment des Gilets jaunes, donc il se dit, à la limite... Voilà, jusqu'ici, j'ai pris des bonnes décisions, j'ai pu rebondir et je ne peux compter que sur moi-même. Donc oui, j'estime à ce moment-là que c'est personnellement que ce vote m'a été adressé, donc je réagis.
Oui, c'est pour ça que je disais que moi, je défends le caractère démocratique de la décision d'Emmanuel Macron. C'est revenir au peuple souverain, puisque c'est le terme qu'il a employé, un terme qu'on connaît très bien en Suisse. Donc je trouve que ça, c'est bien, on ne peut pas lui faire ce reproche. J'allais vous dire, la solitude, il est habitué en quelque sorte. Absolument. Et il y a l'autre reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est le pari politique. Oui. Cet homme aime l'audace, il aime le risque. Donc ça, il faut le reconnaître. Après, les deux questions qui sont posées maintenant et auxquelles on a beaucoup de peine à répondre, c'est est-ce qu'il est tout à fait démocratique d'avoir mis le pays dans une campagne électorale de 20 jours, c'est-à-dire la plus courte possible, dans un moment de grande tension à la veille en plus de ce grand rendez-vous qu'est les Jeux Olympiques. Ça, j'ai quelques interrogations. Je pense que la démocratie, elle a aussi besoin de calme, pas toujours d'urgence et de tension. Ça, je pense qu'on peut ouvrir le débat là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que s'il a pris personnellement la défaite européenne, c'est aussi parce que lui-même s'était beaucoup investi et peut-être qu'il n'avait pas non plus choisi la bonne tête de liste. Valérie Ayé n'était pas connue, donc il en avait rajouté dans le risque politique. Il me semble qu'il y avait d'autres figures plus connues qui auraient pu incarner cette liste européenne et peut-être qui auraient eu plus de succès. Plus de succès. On continue de parler de tout ça dans quelques instants parce qu'il va bientôt être 20h30 sur France Info et ça sera l'heure du journal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, il est 20h dans l'actualité ce soir, à J-8 du premier tour des législatives. Un tout dernier sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien montre que le Rassemblement national, allié aux Républicains ciotistes, est toujours en tête dans les intentions de vote, 35,5%. L'Alliance de gauche pointe-t-elle à 29,5%. Quant au camp présidentiel, eh bien... Ensemble pour la République, il culmine, vous le voyez sur ces images, à 19,5%. Je rappelle que cette enquête a été réalisée sur 2000 personnes sur Internet et il existe des marges d'erreur, bien évidemment. Tout sondage est donc à prendre avec beaucoup de prudence. Dans l'actualité également ce soir, Christian Tin, chef indépendantiste calédonien à la tête du CCAT, doit être incarcéré à Mulhouse, en métropole. Il est soupçonné d'avoir orchestré les émeutes en Nouvelle-Calédonie. D'autres figures indépendantistes vont être aussi placées en détention provisoire. Leurs avocats se disent abasourdis. Séverine Laroui. Après sa mise en examen à Nouméa, Christian Tin sera placé en détention provisoire en métropole avant d'être jugé. Interpellé mercredi, le chef du mouvement indépendantiste sera incarcéré à Mulhouse. C'était la surprise, la stupeur. Donc nous avons déjà fait appel de la décision. Personne ne détenait l'information préalable que la destination serait la métropole. 10 autres personnes soupçonnées par les autorités d'avoir orchestré les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont été interpellées le même jour. Une des autres mises en cause doit être placée en détention à Dijon. Je suis extrêmement choqué et abasourdi par la décision qui a été rendue aujourd'hui. Brenda Wanabo, IPZ et Aene Anti. Et il faut avoir conscience que c'est une femme qui est militante. Elle n'a jamais appelé à la violence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Frédérique Muliava, directrice de cabinet du président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, doit être, elle, incarcérée à Rion, près de Clermont-Ferrand. C'est une décision qui est particulièrement choquante et particulièrement éprouvante aussi pour elle. C'est une mère de famille, c'est une personne du territoire qui a voué toute sa carrière et toute sa vie aussi à ce territoire. Donc c'est très difficile. Ces décisions interviennent 6 semaines après le début des violences qui ont fait 9 morts en Nouvelle-Calédonie. Il y a une semaine tout juste, une jeune fille de 12 ans de confession juive se faisait violer très brutalement dans un hangar désaffecté de Courbevoie. L'émotion est toujours très vive une semaine après. Un nouveau rassemblement doit avoir lieu demain dans la ville. Les 2 avocats de cet enfant se sont exprimés sur notre antenne ce midi. Ils dénoncent un crime antisémite. Écoutez. Cet enfant a été touché parce que juive, a été ciblé parce que juive, a été humilié, battu, violé, injurié, séquestrée, rançonnée parce que juive et parce que elle l'avait caché.
L'actualité à l'étranger, en Iran, un soulagement en tout cas temporaire pour le rappeur Tomaj Salehi, emprisonné depuis 1 an et demi. À moins d'1 semaine de l'élection présidentielle, la Cour suprême a décidé d'annuler sa condamnation à mort. Mais un nouveau procès doit avoir lieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, les informés. France Info, les informés, Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés 3 informés correspondants de la presse étrangère à Paris, Ana Navarro Pedro pour la presse portugaise, Richard Verly pour le quotidien suisse Blick et Juan José Dorado pour la presse espagnole. Alors le second tour est déjà dans toutes les têtes de ces élections législatives et les stratégies s'échafaudent déjà. Raphaël Glucksmann pour le nouveau Front populaire a ainsi appelé les candidats de gauche à se retirer s'ils arrivent 3e en cas de triangulaire et de menace d'élection d'un candidat Rassemblement national. Mais cette position, pour l'instant, ne fait pas complètement l'unanimité dans son camp. Pour Manon Aubry de la France Insoumise, ce sera davantage du cas par cas. On va écouter l'eurodéputé Manon Aubry de LFI. Je vais tout faire. Non seulement nous dirons qu'il ne faudra pas une voix pour le Rassemblement national, mais nous allons tout faire pour faire en sorte qu'il soit battu. Donc nous allons voir la situation et le rapport de force. Et donc peut-être qu'il faudra dans certaines circonscriptions se désister, dans certaines circonscriptions faire des appels clairs. Je ne sais pas l'état des lieux très clair. Mais je pense qu'en termes de mot d'ordre politique, je ne peux pas être plus clair que cela. Il faudra tout faire pour battre le Rassemblement national. Ana Navarro Pedro, ce front républicain, est-ce que vous pensez qu'il peut encore tenir et fonctionner ? On va voir. Nous, on est moins surpris que vous en France et peut-être dans d'autres pays de cette unité de la gauche qui est si désunie habituellement et qui avait donné des signes presque de clivage insurmontable pendant les européennes, parce que nous avons eu une expérience au Portugal avant où pendant 8 ans quasiment, le Parti socialiste a pu gouverner dans une alliance contre nature avec les partis beaucoup plus à gauche, extrême gauche, et c'était une alliance parlementaire et non pas gouvernementale, et basée sur un programme commun où tout le monde a fait des compromis. Mais un programme qui s'est fait en si peu de temps aussi ou il s'est fait en assez peu de temps parce qu'en fait le Parti socialiste était minoritaire au bout des législatives en 2015, mais il voyait qu'avec les autres partis de gauche, ils étaient majoritaires et il fallait trouver une plateforme. Et donc on appelait ça le machin au Portugal. Le machin. Mais ça a marché, ce machin, ça a marché pendant 5 ans minimum. Et donc, on a été moins surpris. Si on veut, on peut. Mais le problème, c'est effectivement, il y a vraiment des conceptions de la gauche insurmontables entre ces partis-là aussi. Richard Verly, c'est quoi justement ces conceptions qui sont insurmontables ? Parmi les sujets extrêmement difficiles, d'abord, il y a l'Europe. On en parle assez peu au sein de la gauche, mais de facto, vous avez une gauche, celle de la France insoumise, qui est quand même très hostile à tout ce qui est l'orthodoxie budgétaire exigée par Bruxelles et par la monnaie unique, parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière, c'est les contraintes de la monnaie unique. Donc premier sujet, l'Europe, et puis le deuxième sujet, c'est évidemment tout ce qui a trait à Gaza et les outrances qui ont eu lieu à l'occasion, après l'assaut du 7 octobre et le déclenchement de la guerre à Gaza. À mon avis, c'est ça les deux sujets très forts. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas eu la guerre à Gaza, posons-nous quand même la question, est-ce qu'il y aurait eu moins d'outrance et est-ce qu'il y aurait eu moins de propagation de cet antisémitisme problématique ? Ça surprend en Suisse justement, cette importation du conflit israélo-palestinien. Alors oui, ça surprend surtout de la part d'élus dont on attend, côté suisse, plus de responsabilités. Au fond, ce qui vraiment étonne, c'est que des élus, en l'occurrence des députés qui ne le sont plus maintenant puisque l'Assemblée a été dissoute, aient importé ce conflit au sein de l'hémicycle. Que le conflit se soit importé au sein des deux communautés, la communauté juive d'une part et la communauté musulmane, j'avoue que ça n'est pas surprenant. La France a les deux, je crois, plus importantes communautés juives et musulmanes d'Europe. Mais que des députés aient choisi de l'importer dans l'hémicycle, avec en plus des propos extrêmement durs, ça, oui, ça a surpris, parce qu'à ce moment-là, vous enflammez le débat politique et vous rendez impossible le compromis indispensable et surtout, vous portez atteinte à la dignité des gens.
Juan José Dorado, en Espagne, ça a peut-être moins surpris, j'allais vous dire, parce qu'il y a une mobilisation pro-palestinienne très forte au plus haut sommet de l'État, puisqu'il y a une reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne. Effectivement, donc ce n'est pas le débat importé dans la politique nationale qui surprend. Ce qui surprend quand on regarde la France, c'est le positionnement du gouvernement français considéré pro-israélien par rapport au gouvernement espagnol et à la société espagnole qui est plutôt pro-palestinienne. Et ça, au-delà des différences des différents partis, qu'elles soient des droites ou des gauches, je parle de la société espagnole. Donc, effectivement, le regard se porte sur le positionnement du gouvernement et pas sur le fait qu'on débatte de ça, justement parce que les deux communautés les plus importantes en Europe se trouvent en France. Mais après, ce qui surprend le plus, si vous voulez, c'est cette histoire d'appel des consignes de vote. Parce que dans un pays où ce qui existe, c'est les élections législatives à un seul tour. Il n'y a pas de consignes de vote. Ce n'est pas du tout dans la tradition espagnole. Vous avez qu'un tour. Un seul tour et à la proportionnelle. Aussi au Portugal. Donc, résultat, en Suisse également. Résultat, effectivement, ce qui nous interpelle, c'est les consignes de vote qui sont données en France. Pour le reste, c'est vrai que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit les positionnements de la France par rapport à l'Europe ou par rapport à l'extrême droite ou par rapport à d'autres sujets importants qui intéressent l'Espagne, c'est vrai qu'on n'est pas si critique qu'ils peuvent l'être peut-être d'autres pays. Oui, c'est vrai que la majorité n'a pas encore dit clairement ce qu'elle ferait en cas de triangulaire. Des triangulaires qui peuvent être très importantes. Elles sont attendues comme étant très nombreuses, alors que ce ne fut pas le cas aux dernières élections législatives où il y a eu seulement 8 triangulaires. Cette fois, elle pourrait être par dizaines. Ana Navarro-Pedro, chez vous aussi, donc ça surprend cette idée de consigne de vote qui pourrait émaner d'un parti ou d'un autre. Et puis ça ressemble un peu à la manipulation des électeurs, une sorte d'infantilisation des électeurs aussi. Certes, mais en même temps, c'est de là aussi que vient la stabilité du régime. Quelque part, on disait que ces 2 tours permettaient d'avoir une majorité stable en France. Mais vous voyez, la Ve République qui semblait être une ceinture de chasteté contre l'intranquillité. De t'inspirer ce soir, Anna. Contre l'instabilité, excusez-moi, on est très fatigué. Contre l'instabilité parlementaire en France et gouvernementale en France, elle ne l'est plus. Donc, alors, et Richard Verly là-dessus, c'est vrai que les triangulaires, donc elles sont attendues en grand nombre. Et Gabriel Attal, je vais vous dire ce qu'il a dit. Des candidats l'ont interpellé en ce sens mercredi soir en visioconférence pour savoir ce qu'ils devraient faire dans ce cas de triangulaire. Eh bien, le Premier ministre leur a dit c'est un piège. Il ne faut pas répondre du risque de fragiliser ta propre candidature. Il ne faut pas rentrer dans ce débat maintenant. Mais je laisse là votre sagacité pendant quelques instants parce qu'il est 20h40 sur France Info et c'est l'heure du Fil Info avec Sophie Tussaud. Vers l'état de catastrophe naturelle en Isère, il sera demandé dès lundi. C'est ce qu'a annoncé sur France Info le maire de Saint-Christophe en Oisans. 100 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère après d'importantes inondations. La décrue est à présent en cours. En Suisse, 3 personnes sont toujours portées disparues après les fortes crues dans le sud-est de la Confédération hier. Une femme a, elle, été retrouvée vivante dans des éboulis de roches dans le canton des Grisons. Les recherches se poursuivent. Le Rassemblement national en tête des intentions de vote pour le premier tour des législatives. Selon notre sondage réalisé par Ipsos pour Radio France en partenariat avec Le Parisien, il est crédité avec ses alliés LR proches d'Éric Ciotti de 35,5% devant la gauche du nouveau Front populaire à 29,5% et le camp présidentiel 19,5%. En Iran, la Cour suprême annule la condamnation à mort de Toumaj Salehi et ordonne un nouveau procès. Le rappeur est emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de protestation de 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini. Les sanctions du gouvernement égyptien après la mort de plus de 1100 personnes à la Mecque, notamment de nationalité égyptienne. Il ordonne la révocation des licences de 16 agences de voyage pour fraude pour avoir fait voyager des pèlerins illégalement. Premier sacre national pour Juliette Labous à 34 jours des JO. La coureuse de l'équipe néerlandaise DSM Firmenich devient championne de France de cyclisme. Elle a dominé ses rivales de l'équipe FDJ Suez. France Info. France Info, les informés. Benjamin Sportouche.
Alors Richard Verlier, je vous ai laissé un petit temps de réflexion. Je rappelle sur quoi portait la dissertation. C'est Gabriel Attal qui a répondu à des candidats. Il a été interpellé mercredi soir en visioconférence. Ils lui ont demandé mais qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas de triangulaire si jamais notre candidat arrive en 3e position et qu'il y a un risque d'élection du Rassemblement national. Eh bien, Gabriel Attal a dit c'est pas le moment d'en parler parce que c'est un piège. Eh bien, je vais rendre ma copie. Il a raison, mais c'est pas tenable. Il a raison, effectivement, ce serait dévastateur pour les candidats de la majorité sortante aujourd'hui de commencer à évoquer les possibles scénarios de retrait entre le premier et le second tour. Là, il a raison. Tactiquement, on ne fait pas ça si on veut maximiser ses chances et si on se présente pour gagner devant les électeurs. Mais c'est absolument intenable parce que bien sûr que la question va se poser et bien sûr qu'elle va être extrêmement douloureuse pour les candidats de la majorité. Mais est-ce qu'il faut en parler maintenant? Voilà. Bon, non, moi, il a je vous raison. mets 12 sur 20. Je ne suis pas complètement convaincu. D'accord, mais il a raison. Il a raison de ne pas en parler, mais je répète, c'est pas tenable. Et les autres... Écoutez, les deux extrêmes, ou en tout cas les deux autres forces politiques, vont bombarder la majorité là-dessus. Oui, ça c'est notre rôle, mais ils ne sont pas obligés de répondre non plus, Juan José Dorado. Alors, je vais copier sa réponse. Il a raison, mais c'est pas tenable. Mais je suis pas d'accord pour les mêmes raisons. C'est pas tenable tout simplement parce que d'autres leaders de cette majorité ont commencé à lâcher le président de la République. Que ça soit Édouard Philippe, que ça soit le ministre de l'Intérieur Darmanin, quand il annonce que le soir même, s'ils sont pas au gouvernement, ils quittent les gouvernements. S'ils sont pas en majorité. La majorité, déjà, les leaders de la majorité pensent déjà aux présidentielles qui vont suivre derrière. Oui, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient se prononcer pour tel ou tel. Oui, mais justement, ce que vous dites, c'est qu'ils doivent le faire voilà, maintenant. Ils devraient le faire. Mais ils se projettent sur une défaite. Oui. Et donc, il se positionne déjà sur cette nouvelle majorité qu'il va falloir reconstruire. Sinon, comment comprendre effectivement les positionnements d'Édouard Philippe ou encore de Gérald Darmanin quand il annonce qu'il va quitter le gouvernement du soir même s'il ne gagne pas. Mais alors, Glucksmann a tort de déjà prévoir pour le deuxième tour un désistement éventuel d'un candidat du Front populaire? Là, sincèrement, je crois que Manon Aubry, à ce niveau-là, était beaucoup plus intelligente. A dit on verra au 12e tour. Parce que, et vous avez raison quand vous parlez des triangulaires qui vont être certainement beaucoup plus nombreuses cette année. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on va devoir se désister. Parce qu'il faut aussi compter avec au cas par cas. Et ces candidats qui arrivent en 3e et qui voient qu'ils peuvent peut-être réussir là où personne n'avait réussi avant. Donc là, sincèrement, ça va être vraiment au cas par cas et attendons le lendemain de ce 30 juin pour voir. Et la vie politique va tellement vite aussi qu'on ne sait pas ce que feront ces électeurs du candidat qui se sera retiré. Est-ce qu'ils vont rester chez eux? C'est pour ça qu'on se disait le Front républicain, est-ce qu'il fonctionne encore? On se posait cette question. Il y a les votes. Vous parlez du vote utile, parce que dans votre sondage, il y avait une autre information. 59% des sondés considèrent que c'est le Rassemblement national qui va gagner. C'est-à-dire que parmi ces votants-là, il y a beaucoup le pronostic qui vont dire on n'y va pas, puisque de toute façon, c'est le Rassemblement national, donc on n'y va pas. Donc c'est pour ça qu'il ça peut consolider un vote. Ça peut consolider. Vous dites ça. Alain Navarro-Pedro, c'est vous qui en parlez tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faudrait y revenir. On a l'impression qu'il est lâché par les siens, Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas ça aussi si on en parle, et si vous en parlez dans la presse portugaise, mais Édouard Philippe a dit, je le cite, Macron a tué la majorité. Oui. Le président de la République n'est pas sur les affiches de campagne, et Gabriel Attal semble aussi prendre ses distances en demandant aux Français, je cite, de le choisir comme Premier ministre. Alors ça, j'avoue que moi, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit tout de même, il est normalement nommé par le président de la République, et voilà qu'il demande à être choisi. Donc c'est pareil, tout comme d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a demandé aux électeurs en 2022 de l'élire Premier ministre. Y aurait-il comme qu'un souhait d'une 6e République parlementaire et plutôt pas présidentielle? Peut-être. À voir. Chez nous, c'est l'analyse, c'est qu'effectivement, il a tué Emmanuel Macron, mais pas que par la décision de la dissolution, par une série de mesures aussi prises auparavant et d'incompréhension, de manque d'écoute du pays, ou d'une partie du pays. De cette partie du pays qui est désignée par un analyste indien, Vijay Prashad, qui dit que nos économies capitalistes occidentales ont créé des cultures de cruauté.
vis-à-vis une partie de la population de ces pays, ce qui justifie à ses yeux le populisme qui progresse dans nos... Donc c'est un regard extérieur au monde occidental qui est très très intéressante, et c'est peut-être ces cultures, ces poches où les gens se sentent victimes d'une culture de cruauté qui aussi prennent leur revanche ou veulent dire qu'ils existent aussi et qu'ils veulent autre chose. Mais effectivement, on pense qu'Emmanuel Macron a tué le macronisme, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que quand même, il reste un européiste convaincu. Oui. Le Portugal est un pays très pro-européen. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le manque de la France, le manque de l'affaiblissement de l'Europe, parce que la France serait peut-être divisée au sein de son exécutif. Le Rassemblement national peut arriver à Matignon et s'ils ont assez de pouvoir pourront mettre en place leur programme. Et une partie de leur programme, c'est l'affaiblissement de l'Europe à Bruxelles. C'est déjà diminuer la contribution de la France au budget européen. Et puis ensuite, la diminution d'un certain nombre de programmes européens. Et c'est aussi parce que la France, l'Europe, Bruxelles, c'est vraiment l'épicentre du compromis politique par essence au monde. Et la voix de la France et la position de la France est très importante et elle est absente. Là. Alors, on a bien compris que vous ne croyez pas à un sursaut en faveur de la majorité d'Emmanuel Macron. Ah, Richard Verly ? Le sursaut qui le conduirait à gagner ces élections, non. Mais le sursaut qui, au fond, aboutirait à une forme de match nul entre les trois formations qui seraient, je dirais, dans des eaux un petit peu entre 150 et 200 députés chacun, il y en a 577, moi, je ne l'exclus pas. Mais ce qui rendrait la France ingouvernable, non ? Et alors ? Est-ce que ce n'est pas rien quand même ? Ce n'est pas à ce moment-là. C'était l'apanage de nos amis belges. Mais bon, on peut le partager. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Moi, j'étais correspondant en Belgique à ce moment-là, auprès de l'Union européenne. Il y a eu cette longue période de gouvernement de techniciens et que les Belges ont plutôt apprécié. Ils n'en ont pas tenu rigueur à leurs dirigeants. Alors, c'est-à-dire, vous dites pourquoi pas la France pourrait se retrouver avec un gouvernement de techniciens pendant une année. L'Italie l'a fait. L'Italie l'a fait il n'y a pas très longtemps. Oui. Avec Romano Prodi, c'est cela ? Effectivement. Je m'interroge et j'en finis par me demander si ce n'est pas au fond ça que veut Emmanuel Macron. J'ai bien dit que je m'interroge, je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas exclu, mais n'oubliez pas qu'en France, les techniciens, c'est essentiellement les énarques qui n'ont pas très bonne réputation. Donc les politiques, alors, en fait, on en revient aux politiques quelque part, c'est ce que vous nous dites. Alors, vous dites, le RN fait toujours quand même la course en tête dans les sondages, on l'a vu avec notre sondage Maison Radio France, Ipsos, Le Parisien, et Marine Le Pen a de nouveau évoqué la possibilité d'une démission du chef de l'État. On va l'écouter tout de suite, c'était un déplacement hier dans le Pas-de-Calais. Je n'appelle pas Emmanuel Macron à démissionner, je suis respectueuse des institutions. Je note juste que quand il y a un blocage politique, quand il y a une crise politique, il y a trois possibilités. Voilà. Il y a le remaniement, il y a la dissolution ou il y a la démission du président. Bon. Le remaniement, pour le coup, dans cette circonstance, ne m'apparaîtrait pas extrêmement utile. La dissolution vient d'être opérée, elle n'est plus possible pendant 1 an. Il ne restera donc au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique. C'est un constat, c'est pas une demande. Juan José Dorado, très rapidement, mais on va y revenir juste après les titres. Est-ce que vous évoquez, vous, cette possibilité d'une démission dans les papiers que vous faites pour la presse espagnole ? Bien sûr qu'on évoque ça parce que le système espagnol fait que le président devrait démissionner. Et donc, on se pose la question, va-t-il le faire ? Aura-t-il le courage ? Et donc, Marine Le Pen, qui reste quand même assez prudente dans ses propos, surtout pas des faux pas. On continue d'en parler après le fil info de Sophie Tussaud. Il est 20h50 sur France Info. Des sacres pour les Bleus de bon augure. À 34 jours des Jeux de Paris, les sabreuses et les épéistes français sont couronnés champions d'Europe dans leurs catégories respectives. Championnat qui se déroule à Bâle, en Suisse. La décision d'incarcérer le chef kanak à 17 000 km de sa famille est une dramatique erreur politique. Réaction sur le réseau social X de Jean-Luc Mélenchon après qu'un juge à Nouméa a décidé le placement en détention provisoire à Mulhouse de Christian Tin, le chef de la CCAT soupçonné d'être à l'origine des troubles en Nouvelle-Calédonie. D'autres militants indépendantistes seront également placés en détention provisoire en métropole. Les 11 personnes interpellées mercredi ont été mises en examen aujourd'hui. Le RN en tête des intentions de vote pour le premier tour des législatives. Selon notre sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien, le parti d'extrême droite et ses alliés LR proches d'Éric Ciotti sont crédités de 35,5% devant la gauche du nouveau Front populaire qui recueille 29,5%
19,5%. Le camp présidentiel arrive en 3e position avec 19,5% des intentions de vote. Une manifestation contre l'extrême droite à Nantes. Aujourd'hui, quelques milliers de personnes ont foulé le pavé avec en tête de cortège plusieurs centaines de femmes craignant que les droits des femmes comme l'IVG soient bafoués en cas de victoire du RN aux législatives. À l'Euro de football, le Portugal s'impose largement 3-0 face à la Turquie et file en 8e de finale. Prochain match à suivre, Belgique-Roumanie dans moins de 10 minutes. À présent, c'est à 21h. France Info. France Info, les informés. Benjamin Sportouche. On a entendu juste avant les titres Marine Le Pen qui a donc de nouveau évoqué la possibilité d'une démission de chef de l'État. D'ailleurs, elle précise, je ne la réclame pas. Elle est possible. On sent tout de même qu'il y a un glissement. Comment vous l'expliquez, vous, Richard Verly ? Mais la prudence de Marine Le Pen, d'abord parce qu'elle veut absolument apparaître respectueuse des institutions. C'est au fond ce que le Rassemblement national a fait à l'Assemblée nationale ces 2 dernières années. Ils ont été presque, j'allais dire, parfaits, alors que d'autres partis semaient davantage de pagaille. Ensuite, la démission, évidemment que dans nos articles, dans ceux que j'écris, on pose cette question parce qu'il est logique de la poser. Si la situation actuelle aboutit à une crise de régime, au-delà de la crise politique, c'est-à-dire à un pays qui serait complètement ingouvernable, effectivement, tout le monde se retournera vers Emmanuel Macron et lui dira « vous devez assumer de tirer les conséquences du cataclysme dans lequel vous avez placé la France ». Alors moi, je continue de penser qu'il y a une option qui est possible. C'est, comme je le disais, celle d'un gouvernement qui serait plus technique. Ça ne veut pas dire apolitique. Mais vous ne pensez pas à une hypothèse, en revanche, d'une majorité plurielle, hétéroclite, avec une partie de la gauche et les LR qui sont restés dans la mouvance traditionnelle, Je ne l'exclus pas, mais dans ce cas, la dissolution n'aura servi à rien, puisqu'il était possible de faire ça avant. Si, j'allais vous dire que oui, mais ça n'était pas advenu quelque part. Et Emmanuel Macron n'avait pas réussi à la réaliser. L'aurait donc provoqué. Il y en a qui disent que c'est impossible. Écoutez, est-ce que franchement, c'est de l'intérêt de différentes forces politiques, disons, centristes ou attirées vers le centre, de faire ce pacte maintenant alors que le président ne peut pas se représenter dans 2 ans? J'ai quand même l'impression que là, il y a une contradiction. Je pense qu'Emmanuel Macron était mieux armé pour faire ça il y a 2 ans, en 2022, suite à son élection présidentielle, et il a choisi de ne pas le faire, alors que tout le monde autour de cette table, notamment les correspondants étrangers, ont pensé que la France allait enfin apprendre le parlementarisme. C'est vrai. Et les coalitions de gouvernementales. Anna Pedro, je voudrais juste vous poser une question tout de même sur la possibilité d'une victoire du RN. Est-ce que dans votre pays, par exemple, on sait qu'il y a un parti d'extrême droite, et aussi en Espagne, et je vous poserai la question aussi à vous, Juan José. Est-ce qu'on se dit, si ça arrive ici, ça veut dire que ça peut advenir plus rapidement aussi chez nous? Est-ce qu'il y a cette inquiétude-là ou pas? Parce qu'une sorte de banalisation aussi qui peut aider l'extrême droite dans nos pays respectifs. Il peut y avoir effectivement une sorte de je dirais pas de phénomène d'entraînement, parce que la question se pose déjà au Portugal. Est-ce que la droite au pouvoir, qui a une courte majorité de députés, devrait ou pas faire alliance avec l'extrême droite? La question se pose avec Chega aujourd'hui. Elle se pose depuis les élections législatives. Donc, et elle va continuer à se poser. Donc effectivement, et ça pourrait ouvrir une digue si la France effectivement avait un gouvernement d'extrême droite. Donc la France est un des très grands pays de l'Union européenne effectivement. Donc si les électeurs français allaient dans ce sens, oui, ça pourrait avoir un impact en Europe. Juan José Dorado, et chez vous? Parce que Vox a quand même progressé aux dernières élections législatives, ou je me trompe? Non, il n'a pas progressé aux dernières élections législatives. Il est aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale espagnole, autour des 11-12%. Il était à 15%, donc il a perdu des députés, une vingtaine de députés par rapport aux dernières élections. Donc, mais par contre, la question se pose dans le sens où l'extrême droite espagnole, elle gouverne déjà elle gouverne avec les conservateurs dans certaines régions espagnoles. Et vous savez que les régions espagnoles ont un pouvoir énorme. Oui, beaucoup plus fort qu'en France. Beaucoup plus fort qu'en France. Et donc, elle gouverne déjà. La question se pose dans un futur gouvernement de droite qui n'aurait pas la majorité absolue, de gouverner avec Vox. La question se pose. Mais la seule différence par rapport à la France, et ce n'est pas une petite différence, c'est que Vox représente 12% en Espagne, et en France, elle est beaucoup plus forte et c'est la première force politique. La question, c'est peut-être un jeu de domino entre Mélanie, Bardella, éventuellement Marine Le Pen
et la suite. C'est ça qu'on se... Oui, alors nous, on a dans un système très différent, mais en Suisse, cela fait maintenant 20 ans que le parti d'extrême droite, l'UDC, est au gouvernement. Et il gouverne avec les socialistes. Donc nous sommes un exemple d'un pays qui peut être gouverné par une coalition qu'on appellerait en France Union nationale. Alors dans le cas de la Suisse, c'est obligé puisque le gouvernement fédéral est composé de représentants des principaux partis au Parlement. C'est une forme de coalition française. Coalition forcée. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que il peut être possible de monter une coalition, même avec des partis a priori extrêmes s'ils ont le sens de l'intérêt national. Sauf qu'en France, derrière, il y a l'élection présidentielle et tout le monde y pense. Et que si vous gouvernez, si vous faites l'Union nationale, vous préjugez de vos chances quelque part à la prochaine bataille. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que moi, l'Union nationale en France et la capacité de gouverner ensemble, j'y crois peu, que je crois davantage effectivement à une éventuelle neutralisation du débat politique si, et ce serait la condition seulement, s'il y avait une forme de match nul à l'issue de ces élections, et c'est pas ce que nous indiquent les sondages. Eh bien, vous n'allez pas finir d'écrire des papiers et des reportages. Est-ce que, d'ailleurs, Ana Navarro Pedro, vous travaillez sur quoi, là, vous, en ce moment? Sur quel angle, comme on dit dans notre jargon journalistique? Sur la question de l'extrême droite. Sur la question de l'extrême droite et l'impact européen. Et l'impact européen. Eh bien, on vous lira, et enfin, en tous les cas, vous nous lirez, parce que moi, je ne parle pas le portugais, donc vous me ferez une traduction, s'il vous plaît, Ana Navarro Pedro. Parlez-vous l'espagnol? Je parle un peu mes espagnol. Merci à tous les trois. Ana Navarro Pedro pour la presse portugaise, Juan José Dorado pour la presse espagnole et Richard Verly pour le quotidien suisse Blick d'avoir été avec nous dans ces Informés. Il est 20h58 sur France Info.